Merci beaucoup. Donc, vous êtes la directrice de Sherpa France, organisation que nous connaissons bien en France, mais pas seulement en France d'ailleurs. Et donc, je vous laisse tout de suite la parole sur donc la thématique des entreprises et la problématique des droits humains. À vous. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation et ces premiers échanges qui me rappellent certains échanges, notamment avec Sophie Schiller avant le vote de la loi. Donc, c'est intéressant parce que je me souviens de discussions où à l'époque, vous disiez qu'on n'avait pas besoin de loi parce que le droit positif était suffisant. Et je suis heureuse d'entendre justement de ramener les victimes parce que c'est le combat de Sherpa, en fait, de mettre les victimes justement au sein de nos combats. Alors, deux mots, c'est une association en effet de juristes et d'avocats qui existe depuis une vingtaine d'années et qui combat les violations des droits humains, les crimes internationaux et les dégradations de l'environnement qui sont commises dans le cadre d'activités économiques, notamment à travers la question des chaînes de valeur, qui aussi regardent les questions de flux financiers licites, notamment la corruption et le blanchiment d'argent, dans l'objectif toujours de prévenir les atteintes à l'intégrité et à la stabilité des États, et également de préserver les institutions démocratiques et l'espace civique de l'emprise des intérêts économiques, sous-entendu derrière notamment tout ce qui sont les questions de lobbying sur la création de la loi. Alors, on a plusieurs axes de travail, notamment le plaidoyer, dans lequel on a eu ce travail sur le devoir de vigilance qu'on avait poussé justement au niveau français pour obtenir la loi devoir de vigilance, et également le travail que nous faisons aujourd'hui au niveau de l'Union européenne sur la directive. Mais nous avons aussi la question du contentieux stratégique qui doit permettre d'alimenter le plaidoyer, parce que pour pousser pour un cadre juridique favorable qui permette justement de mieux défendre les victimes et surtout de prévenir les atteintes à l'environnement, il faut pouvoir voir ce qui dysfonctionne justement dans la pratique juridique. Et le contentieux stratégique, en deux mots, c'est quoi ? C'est un contentieux qui va au-delà de la simple question d'intérêt particulier ou d'intérêt privé et qui cherche un changement systémique. Donc, à avoir un impact qui va au-delà du litige lui-même. Ça permet de mettre en lumière un problème social, environnemental ou politique qui se traduit par un obstacle juridique et donc de provoquer un changement qui doit être durable. L'idée aussi, c'est que ce contentieux n'a pas de but lucratif et doit être désintéressé. Et je souligne ça parce que de plus en plus, on le voit, notamment sur les questions de devoir de vigilance, qu'il y a un intérêt grandissant des cabinets d'avocats qui cherchent à se positionner sur ce sujet qui est très porteur de la responsabilité des entreprises. Et ça nous semble problématique. Alors, outre le fait que c'est peut-être pas tout à fait en phase avec les obligations déontologiques, mais ça, c'est encore un autre point, la question de la nature même du contentieux stratégique, dont l'initiative, en tout cas pour nous, doit reposer sur les besoins des communautés et non pas simplement sur une quête de visibilité de certains cabinets. Donc ça, c'est un point de vigilance, notamment dans le cadre de votre journée, puisque on est devant la délégation des barreaux. Les victimes ou les personnes affectées, elles doivent rester la condition sine qua non de la légitimité de l'action pour nous. Alors, pour revenir sur le sujet principal, la question des entreprises et des droits humains, pour nous, en tant qu'association de victimes, donc organisation de la société civile, ce qu'on voit, c'est que c'est essentiellement abordé sous deux angles distincts. Donc, d'une part, tout ce qui est autour de la compliance, de la gestion des risques. C'est des procédures internes de traitement des signalements, des engagements volontaires qui sont fondés sur des textes non contraignants, tout ce qu'on appelle autorégulation, droit mou, soft law. Et justement, ces process ne mettent pas en victime les victimes au centre des réflexions. Et au contraire, ça vise à couvrir la responsabilité des entreprises en intégrant des process qui ont pour objectif justement d'atténuer ces risques. Certaines universitaires décrivent cette approche de gestion des risques comme des stratégies d'évitement de la responsabilité. Donc ça, c'est une approche qui est focalisée sur l'entreprise. L'autre approche possible, c'est l'appréhension justement par le droit, parce que justement les techniques d'autorégulation et de compliance qui sont inspirées de la soft law, pour nous en tout cas, ont démontré leurs failles dans de nombreuses affaires, même au niveau des principes directeurs de l'OCDE. On a fait partie de OECD Watch depuis sa création. Il y a eu des rapports qui ont été faits qui montrent que seulement 1% des plaintes devant les points de contact nationaux, qui sont ces mécanismes de plainte de l'OCDE, ont donné recours à remédiation.
Donc la compliance, elle n'a pas pour objectif de protéger les victimes, mais de protéger l'entreprise. Donc c'est nous, devant ce constat, justement, qu'on se concentre sur des mécanismes de droit dur. L'objet de mon intervention, pour répondre plus particulièrement à cette question, c'est peut-être un retour d'expérience de Sherpa sur la question du devoir de vigilance, et deux, quelques mots sur la proposition de directive européenne. Alors, le retour d'expérience de Sherpa sur le devoir de vigilance, Sophie Schiller vous en a parlé, donc sur ce que contient cette loi, sa date, etc. Ce que je rajouterais, c'est que ce pourquoi les acteurs de la société civile ont poussé pour ça, c'était justement que les victimes n'avaient toujours pas accès à la justice et que l'idée, c'était de pouvoir appréhender le groupe économique par justement sa compréhension juridique. Aujourd'hui, il y a vraiment une dissociation, une dichotomie entre la réalité économique des groupes et la réalité juridique. C'est la première loi qui permet un changement de paradigme et qui instaure un régime de responsabilité civile pour les sociétés mères ou les entreprises donneuses d'ordre. Là où jusqu'à présent, en effet, il n'existait que du droit mou et des principes non contraignants. La loi 2017, ça n'est pas la loi des associations. On l'a dit parfois. Non, c'est une loi de compromis parce que les textes qui avaient été posés avant, en 2013 et 2015, permettaient justement un engagement de la responsabilité civile et pénale. Or, aujourd'hui, après justement quand même une campagne assez agressive de la part du secteur économique et des lobbies, il y a eu l'introduction notamment de nombreuses mesures et précises de vigilance, comme la rédaction du plan de vigilance dont il a été mention, avec un engagement de la responsabilité qui est en effet lié au plan et qui peut être problématique dans l'optique de simplement défendre les victimes. Donc l'entreprise aujourd'hui, à travers normalement cette loi, devrait être assujettie à un standard de comportement, pour nous en tout cas, et pas seulement un ensemble de mesures purement formelles. Alors sur les deux interprétations qui sont distinctes aujourd'hui, il y a plusieurs actions en justice qui vous ont été mentionnées, dont certaines sont portées par notre association, donc Sherpa. Notamment une action qui est engagée à l'encontre du groupe Yves Rocher avec le syndicat turc, justement pour manquement à son devoir de vigilance découlant de licenciement abusif. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces affaires, ce n'est pas l'objet. Également, le fait que Sherpa a signé le groupe Casino avec d'autres acteurs, notamment des associations autochtones brésiliennes et de Colombie, pour manquement à son devoir de vigilance en lien avec les activités de ses fournisseurs, justement, qui contribuent à la déforestation en Amazonie. L'objectif de l'action est d'imposer justement à Casino de respecter son devoir de vigilance en forçant le groupe à mettre en œuvre des mesures effectives de vigilance sur sa chaîne d'approvisionnement. Également l'action contre Total Energy, dans laquelle Sherpa est partie. L'action a pour objectif de contraindre Total justement à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de respecter la trajectoire des accords de Paris. Pour nous, simplement, beaucoup d'entreprises, alors là je m'inscris en faux par rapport à ce qui a été dit, non, 95% des entreprises ne sont pas très avancées sur ces sujets-là. Au contraire, les entreprises se contentent d'interpréter le devoir de vigilance comme une obligation de compiler des mesures RSE existantes dans leur plan de vigilance. C'est d'ailleurs en substance qu'a avancé le groupe Casino dans sa réponse à la mise en demeure qui lui a été envoyée par nos associations. Et c'est aussi ce qu'avance le groupe Total Energy qui estime que la publication d'un nouveau plan empêcherait les associations et les collectivités territoriales de poursuivre les demandes en justice. Donc, il est important de clarifier justement la définition du devoir de vigilance comme une obligation constante de comportement, pour nous en tout cas. Un mot peut-être sur la directive, maintenant la proposition de directive. Donc c'est évidemment quelque chose que nous travaillons au sein d'un collectif à Bruxelles qui s'appelle European Coalition for Corporate Justice, qui depuis de longues années pousse justement pour pouvoir prendre en compte l'accès à la justice pour les victimes.
Et bon, je ne rappelle pas tout ce qui se passe aujourd'hui à Bruxelles, vous êtes sans doute aussi très bien informés. Les 2 points que je voulais faire sur ce sujet, c'est au regard de la société civile, les failles que nous voyons dans la directive et ensuite les modifications que nous espérerions. Donc les failles, c'est aujourd'hui, on considère que l'équilibre général de la proposition de directive, elle tend, encore une fois, à transformer le devoir de vigilance en exercice de compliance. Donc ça fait quoi? Ça renforce la sécurité juridique des entreprises au détriment de l'environnement et des droits des personnes affectées. Beaucoup des dispositions de la directive sont fondées sur une approche de compliance et simplement la linguistique, par exemple. On ne parle pas de violation des droits humains. On parle d'incidence négative potentielle ou réelle. On est sur de la novlangue là. Le projet de directive repose aussi sur l'utilisation de clauses contractuelles, ça veut dire sur le recours aux audits ou sur l'élaboration de codes de conduite. Ces instruments, pour autant, ont fait l'objet de critiques et ont prouvé leur inefficacité. Je ne mentionne pas les questions sur les critiques sur les audits avec le manque d'indépendance des cabinets privés, le caractère superficiel des contrôles, etc. De très nombreuses critiques, notamment par des universitaires. Quant à la question des clauses contractuelles, elles ont pour finalité de faire reposer la responsabilité sur un autre acteur, donc in fine de dédouaner aussi la donneuse d'ordre. Et pour montrer un peu l'orientation qui se prend aujourd'hui sous la pression aussi de lobby des entreprises, c'est que la présidence tchèque aurait pour projet d'intégrer une clause permettant aux entreprises de continuer à faire des affaires avec un partenaire qui violerait les droits fondamentaux dès lors qu'aucune autre alternative n'est possible et que la rupture des relations commerciales entraînerait un préjudice économique pour l'entreprise. Donc on voit bien que même encore aujourd'hui en 2022, s'il y avait des violations des droits humains ou de l'environnement, ce qui prime, c'est quand même l'intérêt économique pour les entreprises. Donc ces prescriptions formelles quant au type de mesures de vigilance, elles risquent, et je le redis, de transformer cette obligation générale de vigilance en exercice de compliance. Alors, ce que nous pensons important, c'est de remettre l'environnement justement et les droits humains au centre du texte. Les atteintes aux droits humains et à l'environnement ont des causes structurelles et tant que ça ne sera pas abordé, on sera toujours sur du cosmétique. Donc, il faut remettre en cause le modèle économique des entreprises, les décisions commerciales ou les pratiques. La définition du devoir de vigilance, elle devrait permettre justement d'encadrer ces décisions et d'exclure certaines pratiques. Donc, se contenter d'imposer de simples processus de vérification formelle des fournisseurs ou des sous-traitants, tout en exonérant de responsabilité les entreprises qui les mettent en place, elle revient à conforter plutôt qu'à remettre en question les modèles économiques. Donc, il est vraiment nécessaire aujourd'hui de définir le devoir de vigilance comme une obligation de prendre toutes les mesures nécessaires, raisonnables, adaptées, effectives, pour éviter que des atteintes ne surviennent dans la chaîne de valeur ou dans les filiales de l'entreprise. Sur ce point, la projet de directive, elle est aussi particulièrement critiquable parce que, ça a été mentionné tout à l'heure, le fameux article 22 qui prévoit des causes d'exonération de responsabilité pour les entreprises. Donc, avec cet article 22, une entreprise ne sera pas tenue responsable des atteintes résultant des activités de ses partenaires indirects dès lors qu'elle a mis en place certaines mesures formelles. Donc, on est encore loin de pouvoir protéger et défendre les victimes. Et en dernier, ce qui concerne les modalités procédurales justement qui sont prévues par la directive, elles ne sont pas suffisantes pour garantir un accès à la justice. Il n'y a aucun aménagement de la charge de la preuve, donc ça repose toujours sur les victimes. Et contrairement à la loi française, la directive ne prévoit pas d'action préventive. Donc pour nous, il est vraiment urgent de changer de perspective en replaçant les victimes et l'environnement au cœur de la directive. Une législation européenne qui ne doit pas avoir pour objectif de sanctionner des pratiques corporatistes inefficaces et de permettre aux entreprises d'éviter l'engagement de leurs responsabilités. Je vous remercie.